ça un débat essentiel. Indiscutablement, en octobre, quand le pouvoir a été pris, quand le palais d'hiver a été pris, quand le gouvernement provisoire a été destitué, c'était une mesure de salubrité pour la Révolution. Elle ne pouvait continuer à avancer sans cet acte. Donc la question n'est pas de remettre en discussion la pertinence de la prise du palais d'hiver, mais c'est comment ça se fait et quelles sont les logiques politiques qui s'engagent à partir de là. Cette logique, elle a été décidée clairement par le parti bolchevique. 3 semaines au congrès des soviets de juin, Lénine déclare que le parti bolchevique est prêt à prendre le pouvoir tout seul. Et 3 semaines avant la prise du pouvoir, il écrit une brochure qui est diffusée, discutée dans toutes les assemblées qui fleurissent à Pétrograd, qui s'appelle « Les bolcheviks garderont-ils le pouvoir ?» Donc c'est bien la logique de on prend le pouvoir. Et donc ce qu'il y a derrière ça, c'est une vraie discussion. Le communiqué qui annonce la prise du palais d'hiver, sa première rédaction se termine par « il faut convoquer un congrès soviétique pour mettre en place un nouveau système soviétique ». Lénine part ça. Et c'est lui qui lit ça au congrès des soviets, alors qu'il n'est pas membre du comité militaire révolutionnaire et qu'il n'est pas membre de l'ensemble des structures du congrès. Bon. Tout ça passe tout à fait inaperçu, parce que la prise du pouvoir, elle correspond à un besoin. Un besoin... la contre-révolution telle qu'elle s'était montrée entre Juillet et Kornilov faisait que tout le monde comprenait qu'il fallait prendre le pouvoir. La discussion, c'est pourquoi ça ne provoque pas de choc. C'est que le fonctionnement du soviet de Pétrograd et du congrès des soviets était un fonctionnement qui était centré sur les partis, en réalité. C'est-à-dire qu'il y a une élection de délégués, et puis il y a les partis qui sont cooptés. Alors je ne vais pas vous donner le détail du nombre de partis, mais la bataille, c'est en fait pour chacun cherche à avoir le maximum de partis pour le représenter. Les bolcheviks défendent les sociodémocrates lettons, les mencheviks défendent les socialistes populistes, etc., pour avoir le plus de délégués possible. Bon. Mais au bout du compte, ces personnes qui sont désignées par les partis ne sont pas élues, mais font partie de la direction du soviet de Pétrograd et du congrès des soviets. Pour vous donner une petite idée, 4 mois avant la prise du pouvoir, au congrès de juin 17, congrès national des soviets, pas un ouvrier ne prend la parole. Le comité exécutif du soviet de Pétrograd, il y a 42 membres, il y a 5 ouvriers. Donc il y a dans ce processus, mais qui est accepté par tous les partis, par les mencheviks, les socialistes révolutionnaires, tous les partis existants sont pour ce système-là. Bon. Et ils font les cooptations et ils nomment des gens, quand ce sont les socialistes révolutionnaires et les mencheviks qui sont majoritaires, ben ils font ça. Et quand c'est les bolcheviks, ils font ça aussi. Bon. Et là, il y a évidemment un vrai déplacement du mode de représentation qui induit des comportements qui vont avoir des effets. Le congrès des soviets qui suit la prise du pouvoir, c'est un congrès qui dure que quelques jours. Le 30 octobre, il donne tous les pouvoirs au gouvernement pour prendre les décisions. Bon. Et il met en place un comité exécutif et un présidium. Voilà. Ils étaient un peu moins d'1 millier, les délégués. Mais en réalité, ce qui va fonctionner en permanence, c'est le gouvernement, avec des décisions validées par le présidium. C'est-à-dire que le pouvoir se rétrécit sur un groupe extrêmement limité, de bolcheviks et de socialistes révolutionnaires de gauche rapidement, mais qui sont fondamentalement sans contrôle réel de l'ensemble des soviets et du congrès des soviets. Il va y avoir 3 autres congrès des soviets en janvier, en mars et en juillet 18. Il n'y aura plus de congrès des soviets avant juillet 20. Et tout continue à fonctionner. Bon. Il y a donc, dans le système
démocratique tel qu'il s'est mis en place, un processus qui permet à un groupe politique de prendre l'ensemble des décisions de manière autonome. Ça ne choque pas les masses. En Russie, l'idée qu'il y a des droits de l'homme, des libertés démocratiques, des débats contradictoires, ne fait pas partie du paysage politique. À une échelle de masse, pour tous ceux qui veulent la paix, qui veulent la terre, qui veulent la démocratie, qui veulent etc., ceux qui ne sont pas avec nous sont contre nous. Donc, on peut les réprimer. Le niveau de répression qui se met en place dans les soviets, dans les villes, indépendamment des décisions centrales des bolcheviks et du Congrès national des soviets ou du gouvernement, sont extrêmement significatives. Dans des dizaines de villes, on exclut les socialistes révolutionnaires et les mencheviks des soviets quand on ne décide pas comme à Rostov, d'éliminer tous les officiers de l'armée qui étaient présents là, ces 3200 officiers qui, au mois de janvier, sont tués par les soldats. Donc, le type de centralisation du pouvoir tel qu'il s'est mis en place à partir d'octobre est en phase avec une certaine aspiration populaire de radicalité et de violence. Bon. Le problème, c'est qu'évidemment, tout ça va rapidement avoir des conséquences. Bon. La première conséquence, c'est que, à partir du moment où les soviets prennent le pouvoir, alors, juste une petite remarque incidente. Les soviets prennent le pouvoir à Pétrograd, en partie à Moscou, mais pas dans toutes les villes. Dans les villes où les soviets sont majoritairement mencheviks et socio-révolutionnaires, ils ne veulent pas prendre le pouvoir. Donc les bolcheviks mettent en place, avec ceux qui veulent le nouveau régime, des comités militaires révolutionnaires, des comités d'action, qui eux prennent le pouvoir à la place du soviet dans telle et telle ville. Voilà. Donc, mais quand les soviets prennent le pouvoir, ils commencent à être autre chose que ce qu'ils étaient. Alors, ils étaient déjà en partie des organes de pouvoir. Avant la Révolution, les soviets, dans telle ville, c'est eux qui donnent les permissions aux soldats, qui emprisonnent les anciens responsables tsaristes, qui mettent en place une milice, et qui ont un budget, des secrétaires, toute une infrastructure avant même la prise du pouvoir. Et de ce point de vue-là, les comités de base qui vont se bureaucratiser le plus rapidement sont les comités de quartier. Parce que dans les comités de quartier, on organise la réquisition des logements, on aide les gens qui ont des problèmes, on organise les problèmes de ravitaillement. Et dans les comités de quartier, pour faire ça, il faut une permanence. Et à partir du moment où il faut une permanence, la personne qui fait ce travail-là, elle ne peut plus aller travailler, donc elle est payée. Donc y compris avant la prise du pouvoir, existe déjà ce système-là. Évidemment, la prise du pouvoir va amplifier le processus. Parce que d'une part, se multiplient les soviets dans des endroits où il n'y en avait pas auparavant. Donc il y a des centaines de soviets. Au moment du congrès des soviets, il y en a 900 en Russie. Mais après la prise du pouvoir, ça se multiplie, le nombre de soviets se multiplie, avec un processus dans lequel ce qui préside de plus en plus au fonctionnement est la cooptation. La cooptation des partis et la cooptation des responsables. Et tous les gens qui sont... Il me reste 5 minutes ? Bon, alors je vais passer à autre chose. Bon, avec un autre processus qui est extrêmement puissant de structuration du pouvoir, c'est la construction de l'Armée rouge. L'Armée rouge se met en place en janvier 18. Il y a un débat au moment de la construction de l'Armée rouge. Est-ce que l'Armée rouge, ça va être la prolongation des gardes rouges tels qu'ils se sont construits autour des comités d'usine et des comités de quartier? Ou est-ce que c'est une construction totalement qui vient de l'État? Et ce qui se construit, c'est une armée rouge qui vient de l'État. Après débat, il y a un débat, il y a une controverse.
Bon. Et l'armée rouge qui se construit, c'est une armée dans laquelle les soldats peuvent parler, mais en dehors des heures de service, et où les officiers ne sont plus élus. C'est une armée classique, dans laquelle sont intégrés les spécialistes, comme ils le sont dans tous les soviets. Donc on a là un processus, parce qu'il vient d'une conception centrale du pouvoir, un processus qui petit à petit structure l'ensemble des comités de base. Ceux qui résistent le plus longtemps sont les comités d'usine. Parce que dans les comités d'usine, il n'y avait pas ce système de représentation. C'était des gens élus directement par les travailleurs qui continuaient à être dans les usines, et donc eux qui étaient extrêmement sensibles à le fait d'organiser concrètement les gens sur place. Alors, évidemment, au cours de l'année 18, le nombre de salariés dans les usines de Pétrograd est divisé par 2. Mais par exemple, il y a des usines dans lesquelles le comité d'usine cherche à continuer la production quand le patron est parti, et où le gouvernement décide de fermer l'usine. Il y a des usines où les travailleurs veulent aller chercher du bois l'hiver pour aller chauffer, et le gouvernement dit « oui, mais ça, c'est pas prévu dans le plan, il faut pas faire comme ça. » Bon. Et petit à petit, les décisions, et il y a un débat sur le contrôle ouvrier. Le contrôle ouvrier, qui va décider de comment fonctionne l'usine? Est-ce que c'est les comités d'usine ou est-ce que c'est le gouvernement? Alors les comités d'usine sont pour que ce soit eux qui dirigent les entreprises. Et ils proposent, y compris qu'il y ait un plan de production dans lequel ils s'intègrent, mais que ce plan permette à chaque entreprise d'avoir une forme de gestion par le comité d'usine. Les syndicats se battent contre. Ils disent qu'il faut que ce soit le gouvernement. Et ils gagnent. Il se met en place, théoriquement, un soviet central du contrôle ouvrier, dans lequel les comités d'usine représentent moins de 5%, qui ne se réunit jamais. Par contre, est mis en place dès décembre un Conseil supérieur de l'économie nationale qui prend toutes les décisions. Et qui, lui, Conseil supérieur de l'économie nationale, est constitué de personnes désignées par le gouvernement. Et donc on a un système où les nationalisations, la prise en main de l'économie, des entreprises par le pouvoir soviétique est fait par le gouvernement et pas par les comités d'usine. Et il va de soi que dans un processus de cette nature, les comités d'usine disparaissent, parce que quelle utilité de se réunir quand on n'a pas de coordination ni locale et qu'on n'a pas de fonction dans l'entreprise, ils disparaissent comme les comités de quartier quand il y a des permanents. Et petit à petit apparaît une couche sociale, mais dès 18 apparaît une couche sociale de personnes qui sont nommées, qui ont une place, qui ont un travail. Il y a une anecdote qui est racontée dans un congrès du parti bolchevique en mars 18, où quelqu'un vient d'adhérer au parti. Et le type lui dit bah, « tu repasses demain pour avoir ta carte ». Et le gars répond « oui, mais j'en ai besoin pour travailler, parce qu'on me la demande là, quoi. Hein ». Et ça, c'est des discussions dans le parti bolchevique. Hein. Bon. Et donc, on a un système dans lequel une partie importante des centaines de milliers et rapidement des millions de personnes acquiert une place dans l'État indépendamment d'un investissement militant important. La place des vieux militants bolcheviques dans le parti passe de 24 000 en 17 à 8 000 à la fin des années 20. C'est-à-dire qu'y compris une partie quitte le parti parce qu'ils ne sont pas d'accord avec ça. Et ceux qui s'emparent, qui prennent les postes, et prendre un poste, c'est savoir lire et écrire, parfois tout simplement, hein, dans un pays comme celui-là, bon, prennent les postes, et à partir du moment où ils ont acquis ces postes grâce au système, ils sont redevables du système. Ils ne sont pas redevables de ce qui s'est passé en bas. Ils sont l'expression, leur existence, le fait qu'ils soient là est lié au processus révolutionnaire. Parce que c'est le processus révolutionnaire qui a créé ça. Mais eux, leur place, elle est conservatrice dans ce processus. Parce qu'elle est liée au fait qu'ils aient été nommés par le pouvoir central. Et je pense que c'est la question décisive.
Je vais juste terminer sur deux phrases. La première, c'est que la matrice des bolcheviks, et qui explique très bien Lénine quand ils prennent le pouvoir, c'est le parti est majoritaire, donc le parti peut prendre le pouvoir. Mais dans cette phrase-là, il y a une chose assez simple. Le prolétariat prend le pouvoir, le parti est majoritaire dans le prolétariat, donc quand le parti prend le pouvoir, c'est le prolétariat qui prend le pouvoir. Là, il y a un truc qu'il faut discuter. Et la deuxième, c'est que, et je n'ai pas le temps de le développer, donc je vais le dire de manière lapidaire, c'est que l'idée que le socialisme, c'est l'administration des choses, l'idée que le socialisme, c'est la gestion de choses matérielles, est une profonde erreur. Les divergences, les débats entre les différentes couches sociales, au sein des classes sociales, entre des nationalités, entre diverses formes d'oppression, imposent le débat politique. Et imposent donc la pluralité politique à tous les niveaux. Parce qu'il ne peut pas y avoir de débat et de confrontation pour gérer une société de manière démocratique sans pluralité politique. Très bien. Francis, donc démocratie formelle. Oui, donc je prends le relais sur cette question qui est ample et épineuse de la liberté et des libertés dans la Révolution. Alors, il y a quelques jours, une amie qui est de tradition communiste via le Parti communiste me disait le problème avec les trotskistes, c'est que le mérite de ne pas avoir été stalinien les autorise à s'exempter de toute autocritique. Le propos m'a troublé et je me suis reporté à un article de Jean-Marie Vincent qui date de 2004 qui s'appelait « Le trotskisme dans l'histoire ». Et je voudrais vous faire partager cette citation parce qu'elle me semble être un point d'appui par rapport à la réflexion qu'il nous faut mener. Il écrivait « Les trotskistes revendiquent hautement leur fidélité à la révolution d'octobre 1917, dont ils font un modèle qu'auraient à suivre les révolutions à venir. Mais il est frappant de voir que cette révolution n'est jamais considérée dans ses inachèvements, dans ses faiblesses, mais seulement dans ses réussites éclatantes, les conseils, les soviets, le double pouvoir. On parle peu de ces effets ravageurs de la guerre civile sur la culture politique du bolchevisme, de la tendance à voir dans la violence systématisée et organisée un instrument privilégié pour transformer les rapports sociaux, et dans le volontarisme du parti et de l'État un moyen essentiel de mobilisation des masses populaires. Toutes choses qui firent que la révolution venue d'en bas s'est très vite transformée en révolution d'en haut. Il me semble que c'est un point d'appui par rapport à la réflexion que je voudrais mener. Le premier point à souligner, c'est qu'en effet, octobre 17 a fait, pour notre courant, enfin le courant dont j'étais membre, a fait modèle. Et si elle a fait modèle, c'est parce que c'était la première révolution ouvrière, socialiste, victorieuse. Et en ce sens, c'était une revanche par rapport à la tragédie de la Commune. Il faut se prendre en compte qu'en 1917, la Commune, c'était il y a moins de 50 ans. Et que pour nous, mai 68, il y a moins de 50 ans. Et on voit comment un événement qui date de 50 ans peut rester fort, actif et porteur de références, y compris de réactions politiques. Donc, une victoire parce que ça a été la prise du pouvoir d'État, et pas simplement l'accès et l'exercice du pouvoir gouvernemental, parce que ça s'est fait sous la direction, donc grâce à un parti révolutionnaire, un parti d'avant-garde qui a dirigé cette révolution, parce qu'il était organisé, discipliné, déterminé, et qu'il a su être porté par une mobilisation populaire de très grande ampleur, les ouvriers, les ouvrières, les paysannes, les paysans et les soldats, qui avaient donné naissance aux soviets et donc rendu possible l'insurrection qui a été le symbole, qui est symbolisé par cette référence octobre 17. Nous n'avions pas pour autant le droit à l'ignorance. On savait qu'il fallait lire Rosa Luxembourg et les critiques qu'elle avait apportées sur les questions démocratiques très tôt. Les anarchistes, par des polémiques extrêmement violentes, nous rappelaient régulièrement que la question était une question extrêmement forte. Nous savions qu'il y avait eu cette dissolution de l'Assemblée nationale sans alternative dessinée par rapport à ce qu'elle pouvait représenter ou ce qu'elle aurait pu représenter.
qu'il y avait eu cette mise en jeu des autres partis politiques, y compris ceux qui étaient actifs dans la Révolution, qui avaient eu l'interdiction des tendances et des fractions au sein du parti bolchevique, et puis qui avait cette tragédie de Kronstadt, qui restait comme une tâche indélébile par rapport aux questions que nous évoquons. Donc il y avait obligation d'admettre qu'il y avait bien eu, au cours de cette révolution bolchevique, une dérive autoritaire du pouvoir soviétique, mais nous pouvions relativiser cette critique par le fait qu'il y avait des circonstances exceptionnelles, qui étaient indéniables. L'arriération de la Russie, la sauvagerie de la guerre dont on sortait, et qui allait se continuer à travers les interventions impérialistes contre la Révolution et par la guerre civile. Et puis, c'est bien pourquoi, pour les dirigeants bolcheviques, il n'y avait pas l'idée que cette révolution pourrait continuer de manière isolée en Russie, qu'elle était conçue de façon très, très ardente comme le déclencheur d'une révolution à l'échelle du continent, et qu'en particulier la révolution allemande allait prendre le relais et briser l'isolement de la révolution bolchevique. Donc il n'y avait pas d'hypothèse d'un isolement durable de cette révolution. Ce pourquoi, après l'échec dramatique de la révolution allemande, il y a eu, opéré par Lénine en particulier, ce repli sur la NEP. Mais a posteriori, on voit que cette NEP, qui était un recul, pour le moins une pause, sinon et plutôt un recul par rapport à la dynamique de la révolution dans le domaine économique, ne s'est accompagnée en rien de mesures qui auraient pu l'accompagner sur le plan des libertés démocratiques, et que ce fut plutôt l'inverse, plutôt un resserrage de vis sur le plan des libertés, au moment où il y avait ce relâchement sur les questions économiques. Donc tous ces éléments pris en compte conduisaient à ne pas remettre en question le caractère révolutionnaire du bolchevisme, en bloc. Donc voilà, premier élément de bilan. Si on reprend la question, on voit qu'il faut s'attaquer à plusieurs grilles de lecture qui sont disponibles par rapport à ce qui s'est passé. Il y en a une qui est la grille de lecture stalinienne, comme il y a une continuité parfaite entre la révolution et ce qui s'est produit ensuite. Bon, elle est caduque. Il y a une grille de lecture anarchiste qui expliquait que le bolchevisme en tant que tel, par le rôle qu'il accordait au parti et ce qu'était ce parti, ne pouvait conduire qu'à la dictature. Il y a une grille de lecture social-démocrate qui explique que l'alternative à une transformation graduelle pacifique de la société par l'insurrection, par des méthodes de celles de la Révolution d'octobre, ne pouvait conduire et ne pourrait conduire qu'à la dictature. Il y a une autre grille de lecture qu'il ne faut pas oublier, et une des surprises du contexte actuel, c'est que nous discutons beaucoup de la Révolution d'octobre de façon surprise positive. On peut penser que ça n'intéresserait plus beaucoup, et on voit qu'il y a énormément de publications, de colloques, de discussions sur la Révolution d'octobre. Et il ne faut pas oublier que du côté de la réaction, il y a aussi une activité idéologique en ce moment sur la Révolution d'octobre. Et là, à la base de certitude, quand on lit Stéphane Courtois, rien n'a changé par rapport à ce qu'il voulait dire il y a quelques décennies. C'est-à-dire que, évidemment, que tout projet socialiste par la Révolution est intrinsèquement de nature totalitaire. Et que ce qui s'est passé ne pouvait pas ne pas se passer. Donc, on discute entre nous, c'est très intéressant, très important. Il ne faut pas oublier que nous ne sommes pas seulement entre nous, qu'il y a aussi cette lecture qui s'impose, que dans Staline, il y avait Lénine, dans Lénine, il y avait Marx, et dans Marx, il y avait sans doute les Lumières. Cette lecture-là est toujours active de la part de certains, et il faut la prendre en compte. Pour aborder et démêler ces différentes grilles de lecture, il me semble que nous sommes confrontés à un défi, qui est de savoir si deux éléments, qui sont deux éléments de lucidité, de lecture par rapport à Octobre 17, sont compatibles. Est-ce qu'on peut les rendre compatibles? Le premier élément, c'est qu'on ne peut pas relativiser par rapport au bolchevisme qu'il y a eu, avec le stalinisme, une rupture fondamentale, et une rupture d'une sauvagerie complète, qui est celle de la contre-révolution. Ariane évoquait tout à l'heure la Syrie. On voit aujourd'hui, à l'œuvre, ce que c'est qu'une contre-révolution. Alors, il y en a eu de multiples dans l'histoire, mais on a parfois du mal à mesurer ce qu'est la complexité et la brutalité d'une contre-révolution. Il faut quand même rappeler que cette contre-révolution, ça a été la décimation
de l'armature réellement bolchevique du Parti communiste, que ça a été une répression qui a fait des millions de victimes, que ça a été une perversion totale des références communistes socialistes, toutes ces notions qui sont celles du stalinisme, de l'État du peuple tout entier, qui est une absurdité dans les termes mêmes, le socialisme accompli, le socialisme dans un seul pays, tous ces éléments qui sont des références totalement perverties. Et au cours de l'histoire du XXe siècle, des interventions politiques, idéologiques et militaires qui étaient des interventions contre-révolutionnaires en Chine, en Espagne, les exemples ne manquent pas. Donc, on ne peut pas, me semble-t-il, relativiser cet élément de rupture qu'il y a eu dans l'histoire de l'Union soviétique et dans l'histoire du mouvement communiste avec le stalinisme. Premier élément. L'autre facteur, c'est qu'on ne peut pas relativiser non plus le talon d'Achille du bolchevisme, qui est cette question des libertés. Victor Serge a écrit « Le seul problème que la Russie rouge de 1917-1927 n'ait jamais su poser est celui de la liberté. » Donc il me semble que là, on a un verdict, un élément de jugement sur l'importance de cette question de la liberté, qui fait qu'on doit admettre qu'il y a eu davantage qu'une faiblesse, l'autoritarisme, qu'il y a eu une non-immunisation par rapport au bureaucratisme et par rapport aux dérives totalitaires qu'allait connaître le parti de Staline. Et l'élément qu'il faut prendre en compte dans le bolchevisme, semble-t-il, c'est la surestimation de la dimension militaire de la révolution. Il est évident que décréter une insurrection, ça ne se fait pas au vote et qu'on ne recourt pas au suffrage universel pour ce genre de choses quand on est dans une situation insurrectionnelle ou qu'on est dans une situation de guerre. Mais une révolution, ça n'est pas que ça. Et la question des exigences démocratiques vient au cœur même de ce mouvement, y compris lorsqu'il a une dimension insurrectionnelle. Et donc, il me semble que cette surestimation de la dimension insurrectionnelle a conduit à sous-estimer en réciproque la question de l'auto-organisation des travailleurs, avec ce que l'auto-organisation porte de créativité, d'inventivité, le rôle de la grève générale de masse, par exemple, dans le cadre de la Révolution allemande, la question des conseils ouvriers qui était discutée ce matin, tout ce que ça signifie comme organisation réellement démocratique et comme nécessité d'une articulation à d'autres dimensions démocratiques. Donc, toute une série de problèmes autour de la notion d'avant-garde. Est-ce que l'avant-garde, ça n'est pas un état-major militaire? C'est une organisation née de la classe qui est à même d'éclairer la classe dans le mouvement qui est le sien. Et à écarter, ce qui était sans doute un élément qui était présent à ce moment pour les bolcheviks, cette idée que cette avant-garde éclairée était éclairée par la connaissance d'une science de l'histoire, en fonction de l'idée qu'il y avait un mouvement inéluctable de l'histoire et qu'il y avait la possibilité de diriger ce mouvement en fonction de ça, et donc à sous-estimer les ruses de la contre-révolution et la complexité des entraînements, des mécanismes qui sont ceux de la contre-révolution. Je conclurai sur le fait que c'est un des éléments de la catastrophe du stalinisme, c'est que cette question de la liberté et des libertés a été, dans la révolution et dans le socialisme, a été posée sous la forme de sa négation absolue, à travers le stalinisme et à travers le totalitarisme. D'où les conséquences que nous subissons, qui est qu'il y a eu assimilation du stalinisme et du socialisme, du communisme, donc des aveux complets de la révolution et des références socialisme, avec l'idée que c'était antagonique avec la notion même de liberté, et qu'en retour, effet en retour de cette situation-là, le fait qu'il y a eu difficulté, timidité, parfois paralysée, pour comprendre quels avaient été les facteurs d'aveuglement des bolcheviks par rapport à cette question des libertés. Il me semble que ça nous laisse des repères, ça c'est de l'ordre du chantier aujourd'hui dans ce que nous pouvons réfléchir, c'est qu'on ne peut pas maintenir l'idée, la distinction, le distinguo entre des libertés qui seraient les libertés bourgeoises, les libertés formelles et les libertés réelles qui seraient celles portées par le socialisme, qu'il y a pour faire la révolution, pour construire le socialisme, il y a nécessité vitale d'une vie démocratique. Et que cette vie démocratique, elle inclut
des libertés qui sont les libertés prétendument bourgeoises. Liberté de presse, liberté d'association, liberté d'expression, et cette question du pluripartisme qu'évoquait Patrick à l'instant. Parce que la démocratie, elle est forcément conflictuelle, elle est forcément plurielle, et elle ne peut pas entrer dans un cadre qui serait un cadre autoritaire unique. Deuxième question à travailler, c'est que la révolution ne conduit pas à une extinction de l'État. Il y a un État post-révolutionnaire et qui ne peut pas être abrogé de manière magique ou qui ne peut pas s'éteindre mécaniquement par le développement de la société. Et que donc, si, je conclue sur ce point, donc s'il y a un État qui se maintient, qui n'est pas l'État bourgeois, mais cet État suppose des garanties sur le plan démocratique, les élections libres, l'égalité citoyenne, l'existence d'un droit et la possibilité donc d'une réversibilité du processus. Dernier mot pour conclure, je reprends les formules de Jean-Marie Vincent. Il me semble qu'il évoquait une question qui permettait de résoudre cette contradiction, cette compatibilité entre deux défis. Il évoquait les mécanismes d'autodestruction de la révolution. C'est-à-dire comment cette révolution s'est trouvée prise en étau entre une offensive contre-révolutionnaire, mais qui a pu s'appuyer sur des mécanismes d'autodestruction qui avaient joué auparavant dans le camp de la révolution. Et qui renvoie à ce terme de la fin de la citation, la révolution par en bas ne peut être que démocratique, parce qu'elle respire la liberté, et elle respire par la liberté, donc elle est précieuse mais fragile, parce qu'elle est cernée d'ennemis redoutables, qui sont ceux de la contre-révolution, et que ces forces de la contre-révolution peuvent insuffler le poison de la domination au cœur même de cette révolution d'en haut, qui est bien une révolution, mais menacée de l'intérieur par le retour d'éléments contre-révolutionnaires et antidémocratiques. Quand même d'articuler ce que je voulais vous dire sur le temps et ce qui a été dit. En tout cas, des choses qui ont été posées. La première chose posée, c'est la manière dont des gens issus de la tradition communiste du Parti communiste français considèrent qu'il n'y a pas de position critique du côté trotskiste. Je ne suis moi d'aucun des deux côtés, ou peut-être des deux en même temps, ce qui est quand même tout à fait bizarre, pour être historienne de la période révolutionnaire. Il n'empêche que le livre que l'on m'a fait l'honneur de me demander de préfacer s'appelle « Un retour critique ». Et il me semble que c'est un point très important, parce que finalement la critique faite par donc le PCF à votre courant, c'est la critique qui a été faite par François Furet au PCF sur la Révolution française, à savoir d'utiliser l'histoire d'une révolution comme on fait usage d'un mythe au sens de Lévi-Strauss, c'est-à-dire utiliser finalement un savoir pour faire en sorte que rien ne change dans une société. Il me semble que c'est extrêmement important, parce que c'est important de savoir si la gauche actuelle fait en sorte d'utiliser l'histoire pour que rien ne change ou pour que quelque chose soit possible à changer. Et du côté de l'histoire critique, eh bien, on est effectivement à l'inverse, à rebours, sur ce qui permet de faire expérience dans la lucidité et non pas dans l'illusion du mythe, et donc de se donner des outils de manière à effectivement rendre possible un changement. Il me semble que c'est là l'enjeu d'un travail sur la temporalité en général et sur la temporalité révolutionnaire en particulier. Parce qu'on peut considérer que le temps révolutionnaire, c'est par excellence ce temps critique, mais comprimé dans un temps qui n'a pas le temps habituel de l'analyse longue des textes, des idées, des débats, comme on peut en avoir aujourd'hui. Et donc il y a à la fois une condensation, une accélération et un temps qui manque toujours. Et donc il y a quelque chose qui se joue du côté de ce temps qui manque, et ce temps en même temps qui dit la situation historique en tant qu'elle est révolutionnaire. Alors, ce qui m'intéresse, c'est pas tellement de revenir sur la période de la Révolution russe en soi, c'est de voir à travers ce qu'a pu en dire Ben Saïd, qui lisait les textes de Lénine, et ce qu'on peut, comment on peut confronter cette réflexivité à d'autres réflexivités révolutionnaires, savoir qu'est-ce qu'on peut en faire aujourd'hui. Et il me semble qu'aujourd'hui, eh bien, cette question du mythe et cette question du temps de la pensée critique, il se joue dans le rapport qu'on entretient au temps dont on dispose pour agir dans des situations particulières. Et d'une manière très proche de nous,
eh bien, l'expérience qu'on a eue, c'est la confrontation de deux temporalités dans la période de la lutte contre la loi travail. La lutte contre la loi travail, c'est d'un côté la nécessité de faire céder un pouvoir sur une loi avec une exigence et une intensification, et de l'autre côté, Nuit debout, et à l'intérieur de Nuit debout, des contradictions, mais du côté de Nuit debout, le sentiment d'un temps infini et de la possibilité d'avoir un temps infini pour faire advenir une altérité sociale, un autre monde, mais sans tenir compte justement de ce qui fait le temps révolutionnaire, à savoir cette condensation, les contradictions, la nécessité de sentir que le temps va toujours manquer. Et donc, entre le temps d'urgence, qui est celui qu'on connaît, qui est le temps qu'on nous impose, qui est ce fameux temps du capitalisme homogène et vide, mais homogène et vide avec une scansion qui est de plus en plus rapide, on a donc à savoir dans quelle temporalité on souhaite produire nos actions, et savoir que quand le temps est infini, eh bien c'est le temps du mythe et c'est le temps du défaitisme. C'est-à-dire où on est convaincu que de toute manière, on ne va pas gagner. Et quand on regarde un peu les archives qui commencent à sortir de Nuit debout, ce qui était à l'œuvre, c'est de toute manière, on ne va pas gagner pour obtenir effectivement que la loi travail ne soit pas. Quand on est dans le temps long ou le temps de la conjoncture, eh bien, du côté de l'analyse qui peut être faite de la temporalité d'octobre 17, on est dans la question des flux et des reflux de ce qu'on pourrait appeler la conscience de classe. Et cette conjoncture, ce temps moyen ou ce temps long, eh bien, c'est le temps de l'éducation. Et c'est le temps tel qu'il peut être voulu par Kautsky, par exemple. Donc, on considère que le travail, pour des acteurs qui prétendent faire venir la révolution, que le travail principal, c'est un travail d'éducation. C'est pas un travail qui suppose le défaitisme, c'est un travail qui a conscience que chaque petit pas compte pour changer ce qu'on appelle les mentalités. Et effectivement, la notion de mentalité en histoire, elle vient des historiens de la Révolution française, en tant qu'ils essayent de comprendre comment ce sont des expériences communes accumulées, et donc qui produisent effectivement une sorte d'éducation en acte, comment ces expériences accumulées produisent des transformations mentales qui vont rendre possible à un moment donné des imaginaires sociaux qui bouleversent réellement la projection qu'on a dans le possible et l'impossible. Parce qu'une révolution, et c'est un point quand même crucial, c'est à la fois ce qui nous arrive et ce qui arrive par nous. C'est-à-dire que tous les acteurs qui veulent la révolution et qui sont des militants sont surpris quand même par la révolution. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas à l'avance que cette fois-là, eh bien, il y aura une capacité des acteurs à être mobilisés en masse. Et très récemment, vous avez entendu parler de la Syrie, si j'ai bien compris ce matin, très récemment, sur la place Tahrir, eh bien, les personnes qui sont les plus habituées à manifester disent qu'elles ont été surprises par la présence du monde sur la place et qu'elles ne pouvaient pas le prévoir, qu'elles en ont été joyeuses, que ça a imprimé quelque chose d'irréversible et que ça a produit une subjectivité propre et que cette subjectivité propre, même dans une période contre-révolutionnaire, continue à agir. Donc il y a là le temps long et le temps conjoncturel de l'éducation par l'expérience, les événements, etc. Et puis il y a le temps court, et c'est sur le temps court, je crois qu'il y a le plus de choses à apprendre de ce qu'observe Daniel Ben Saïd. Sur ce temps court, eh bien, c'est bien sûr les questions non plus de stratégie seulement, mais aussi de tactique. Et en fait, ce qui lui l'intéresse, c'est de considérer, Daniel Ben Saïd, qu'il y a à interroger quel est le rôle du parti dans cette configuration. Alors le parti éducateur, comme Kautsky, je viens de l'évoquer, le parti en tant qu'il est le lieu qui va conserver une mémoire au moment des reflux, c'est une autre fonction, mais aussi le parti, dit-il, boîte de vitesse. Et là, la métaphore me paraît extrêmement intéressante, parce que cette partie boîte de vitesse, on peut l'entendre de deux manières. Soit le parti est boîte de vitesse parce que c'est lui qui décide de quand est-ce qu'il faut accélérer, en tant qu'il est compétent comme parti, comme structure particulière, à savoir quel est le bon moment, le kairos pour pouvoir agir dans une société et la transformer. Soit il est boîte de vitesse, mais en tant qu'il est lui-même soumis aux impulsions
de ce qui se passe dans la société. Et de ce point de vue-là, il a une autre métaphore, Daniel Ben Saïd, qui est de dire que finalement le parti, il a une fonction comme celle du psychanalyste, et que pour pouvoir bien agir, pour pouvoir prendre bien les décisions, il faut qu'il soit parfaitement à l'écoute de ce qui se passe dans la société, et qu'il soit finalement le lieu où il y a les inflexions qui s'impriment. Et donc ce n'est plus un parti décisionnaire au sens où il y aurait des gens qui seraient plus compétents que d'autres pour prendre des décisions, mais c'est un parti où il y aurait des gens qui seraient plus capables d'être à l'écoute de ce qui se joue dans la société pour devenir traducteurs des décisions à prendre. Et donc cette question de la traduction du bon moment du kairos, c'est la question des subjectivités, comment elles s'entrechoquent, et comment en fait la question de la temporalité, que ce soit celle de l'éducation et de l'expérience critique, que ce soit celle de la conjoncture, donc de la stratégie, avec qui on va faire alliance, est-ce il ne faut pas avoir des alliances avec le parlementarisme, est-ce qu'il faut penser la question d'une révolution des soviets contre le parlementarisme ou avec le parlementarisme, et donc avec Rosa Luxembourg, voilà, ça c'est la stratégie. Et puis il y a la question de la tactique qui est effectivement d'avoir une conscience du bon moment et d'être capable de dire quel est ce bon moment et de ne pas le laisser passer. Il me semble qu'aujourd'hui, cette triple conscience du temps a quasiment disparu, parce qu'on confond le temps de l'éducation comme temps qui va être celui de la transformation radicale, alors qu'il est un des outils seulement, et qu'on peut éduquer à l'infini, et je pense qu'on est une société très éduquée, et que les gens ne sont pas tous du côté droit dans leur éducation, et que pour autant cette éducation, à l'évidence, ça ne suffit pas. Parce que sans doute, il y manque aujourd'hui la subjectivité d'une conscience de la nécessité stratégique, et donc de savoir avec qui on va travailler, de savoir que quand on travaille avec des gens qui ne vous ressemblent pas, eh bien, ça peut quand même avoir une efficacité en termes de bascule, et puis il n'y a aucune conscience du rapport de force et du moment tactique. Et donc on est dans aujourd'hui une perte sèche par rapport à ce que l'expérience de la révolution russe pourrait nous donner sur la manière dont on a à resubjectiver cette question de la temporalité. Et il me semble que là, on est pris dans quelque chose qui a à voir avec notre époque. C'est-à-dire que si on veut un rapport critique, ce rapport critique doit être un rapport critique au temps vécu, à la manière dont on utilise notre temps et dont on nous impose des formes de temps. Et que cette manière d'être critique, ça suppose peut-être de se donner plein de temps et d'être dans le slow life quand on nous impose la rapidité, mais peut-être de remettre en question cette opposition et de retrouver ce que Daniel Ben Saïd appelait la multiplicité des rythmes, la multiplicité des scansions, et que donc il n'y a peut-être pas à choisir entre le lent et le rapide, entre le saccadé et le plus souple, mais à être constamment conscient qu'on a à ajuster les rythmes, les temporalités et les situations. Je crois que très dernièrement, on a été incapable de le faire, et je pense que cette incapacité, elle est liée à la faiblesse des expériences, en fait. Faiblesse des expériences, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'expérience du tout, mais ça veut dire que les expériences ne sont plus discutées vraiment. C'est-à-dire que c'est intéressant, finalement, qu'une commémoration nous oblige à discuter à nouveau ces expériences, même si ce n'est pas les nôtres, celles de la Révolution russe, ou plus récemment, celles qui sont les nôtres, ou par médiation, comme les révolutions du printemps arabe, ou nos petits mouvements plus radicalisés. Mais la possibilité de savoir ajuster, ça suppose d'avoir un rapport critique qui est très immédiat. Et donc de pouvoir redéplacer les choses, justement, pour les faire changer de rythme d'une manière très fébrile, dans une certaine mesure. Et que cette fébrilité, c'est quelque chose qui ne doit pas cesser. Alors, boîte de vitesse, accélération, décélération, tenir compte de la qualité de la route, tenir compte de la situation, ça suppose en fait de ne pas avoir de modèle. Et de ce point de vue-là, je ne crois pas que la révolution russe puisse être restituée ni comme mémoire abominable, tel que ça peut être fait, comme l'a rappelé Francis, par le côté droit, ni comme lieu qui nous donnerait des outils d'une manière magique. Je crois qu'il n'y a aucun lieu qui donne des outils d'une manière magique, mais il y a des lieux qui nous permettent de nous questionner sur nos propres impasses et de devenir lucides sur nos propres incompétences. Et peut-être que si on a quelque chose à apprendre aujourd'hui de la révolution russe, c'est de comprendre aussi pourquoi ces fameux soviets
se sont lassés si vite. Alors bien sûr, on dit qu'ils n'avaient pas de culture démocratique, etc. Mais pas sûr que ça soit si simple que ça. Parce que ce qui est décrit quand même dans l'histoire de la Révolution russe, c'est qu'elle est d'abord une utopie. Elle est d'abord une utopie dans tous les lieux où il peut y avoir de l'utopie, que ce soit sur la question de la sexualité, que ce soit la question de l'art, que ce soit sur la question de l'éducation. Donc il y a des utopies qui surgissent partout, des dislocations des imaginaires sociaux sur la famille, enfin toutes sortes de choses formidables. Et donc ça porte très loin. C'est-à-dire que normalement on ne se lasse pas de ce genre de choses. Or ce qui est décrit, c'est que les gens se lassent très vite de participer aux assemblées et ont envie de rentrer chez eux, ont envie de revenir à du quotidien qu'ils connaissent bien. Et je pense que cette question de la lassitude, eh bien, ça pose des questions qui sont des questions qui font retour régulièrement à chaque fois qu'on a une tentative de révolution démocratique. Je dis que ça fait retour parce que moi je connais évidemment beaucoup mieux la Révolution française, et c'est une des grandes questions posées par quelqu'un comme Saint-Just, qui est à la fois théoricien et praticien. Et dans les questions théoriques qu'il se pose, il dit mais finalement, lorsqu'il y a émergence de l'État, c'est à peu près la même situation pour la Révolution, en tout cas la réflexivité qu'on peut avoir vis-à-vis de la Révolution russe. Comment ça se fait que l'État prend la place de l'ensemble des soviets ou du prolétariat, et le parti devient un parti-État? Ce qu'interroge Saint-Just, c'est comment se fait-il qu'il y a émergence de l'État alors que les individus pouvaient fonctionner simplement avec des assemblées et de la coordination de ces assemblées qui étaient elles-mêmes reliées par des affects. Et il dit, en fait, c'est assez vague, il dit les gens se sont lassés d'aller aux assemblées, mais à partir du moment où ils ne vont plus aux assemblées, eh bien, effectivement, c'est à ce moment-là qu'émerge le prince, l'État, un groupe qui s'autonomise, et la possibilité, effectivement, de produire un contrat qui, pour Saint-Just, est toujours oppressif. C'est-à-dire que l'État, chez Saint-Just, est toujours oppressif. Et donc, il y a quelque chose qui se joue à cet endroit-là, et c'est finalement ça qui produit son inquiétude sur pourra-t-on jamais faire une révolution, c'est-à-dire pourra-t-on jamais conjurer, juguler cette lassitude. Et il dit cette lassitude est liée au fait qu'on a confondu l'homme avec la marchandise en vendant le travail de l'homme, et qu'en vendant le travail de l'homme, il ne lui appartient plus à proprement parler, et s'il ne lui appartient plus à proprement parler, le temps des assemblées, le temps nécessaire pour aller aux assemblées, devient un temps qui coûte, alors qu'il ne coûtait pas avant, puisque c'était rassembler les hommes, vous les rendrez meilleurs, ils chercheront à se plaire, ils auront des affects sociaux qui seront épanouis, etc. Mais si le temps dont on dispose, c'est un temps marchand, alors il y a toujours à hésiter entre le temps marchandisé et le temps qui n'est pas le temps du loisir, même pas de l'otium, mais qui est le temps d'une activité humaine par excellence, qui est l'activité politique. Et de ce point de vue-là, je crois qu'on est dans un moment où l'activité politique, elle est toujours un vol du temps au sens de Marx. Et que cette question du vol du temps, c'est la question du temps révolutionnaire. C'est-à-dire que tant qu'on n'est pas dans une subjectivité, où on est dans le sentiment qu'on va voler du temps à l'adversité, eh bien peut-être qu'on ne peut pas être dans l'intensification que suppose le kairos révolutionnaire. Bien, donc nous allons d'abord, merci à nos trois intervenants. Nous allons... Donc autant que les intervenants dans l'amphi se présentent, je m'appelle Frédéric Constant, hein, on se perçoit. Alors, j'ai deux questions à poser, deux observations. La première question, ça concerne l'intervention de Patrick Lemoal. En fait, si je comprends bien au terme de ce que tu disais, le phénomène de bureaucratisation avait commencé dès 1918. On est bien d'accord, tu parlais des comités de quartier, tu parlais des soviets d'usine, c'est-à-dire que assez rapidement, compte tenu des circonstances, le Conseil des commissaires du peuple a pris des décisions et les soviets locaux ont été dessaisis de leurs compétences. Donc le phénomène de bureaucratisation aurait commencé assez vite, et donc ce qu'il a été conduit d'appeler la déformation bureaucratique était d'emblée présente. Et donc, quelque part, le ver était déjà dans le fruit très rapidement. Mais est-ce qu'il n'y a pas une autre question
Pardon? Est-ce qu'il n'y a pas une autre question? C'est la question du substitutisme. C'est-à-dire que d'emblée, et là, c'est les critiques que Trotsky avait formulées au tout début du siècle face à l'ouvrage, face à Lénine, face à Que faire, c'est-à-dire que d'emblée, une structure pyramidale se mettait en place. Et le pouvoir effectif reposait sur un très petit nombre de personnes. C'est un peu ce que disait Rosa Luxembourg, c'est-à-dire qu'en fait, les grands dirigeants parlaient, prenaient des décisions, et puis les ouvriers étaient là pour applaudir. D'ailleurs, au niveau des instances décisionnaires, il y avait pratiquement très peu d'ouvriers au niveau central, donc c'est assez révélateur. Il y a aussi l'idée qui a été évoquée, c'est l'idée du parti d'avant-garde. À partir du moment où il y a l'idée même du parti d'avant-garde, même s'il y avait quelques SR de gauche à l'intérieur du premier gouvernement, c'est le parti bolchevique qui dirigeait. Et donc, les dirigeants du parti bolchevique, ça posait d'emblée la question de savoir qu'est-ce qui se passait dans ce qu'on appelle, de façon au niveau contemporain, la société civile. C'est-à-dire, quid du rapport des partis avec les masses, quid des rapports réels entre l'expression des besoins de la population et la direction du gouvernement. Est-ce que la machine ne s'emballe pas, surtout qu'il y avait la guerre civile? La guerre commençait d'emblée, c'est pas le parti bolchevique qui a lancé la guerre sur le plan militaire, mais en fait la machine s'est emballée sur les circonstances. Et donc le parti d'avant-garde fonctionne à ce niveau-là, se veut en quelque sorte le gynécologue obstétricien de l'histoire. Et donc là aussi, quelque part, idéologiquement, est-ce que le verre n'était pas déjà dans le fruit? C'est-à-dire la question du pluralisme politique. Bien sûr, à l'intérieur du parti bolchevique, il y avait le pluralisme, jusqu'en 1921, c'est-à-dire l'interdiction des droits de tendance et de fraction. Enfin, il y avait quand même un souci. Tu conclus, s'il te plaît? Oui, je conclue sur ce point parce qu'il y en a un deuxième. Non, tu conclus pour que, effectivement, et les gens, tout le monde puisse s'exprimer. D'accord. Le paradoxe, c'est que l'autoritarisme a été prôné quand il a été au pouvoir par Trotsky lui-même. Trotsky qui était le théoricien, un des théoriciens des soviets. Autre point, je vais beaucoup plus rapidement au premier juré. C'est le distinguo sur la démocratie. Juste une petite chose. D'accord, ok. Voilà. Alors, je pense que c'est bien de parler de la démocratie. Donc, si les 5 minutes, vous pensez que ce n'est pas suffisant, on refera un second tour. Mais je propose que dans un premier temps, on se cantonne par démocratie à 5 minutes afin que tous ceux qui le souhaitent puissent parler. Alors, moi, je voudrais juste poser la question, peut-être à Francis, à la suite de cette intervention, de savoir si on peut retenir la notion de verre dans le fruit. Moi, je ne retiens pas du tout cette notion. Je pense que la bureaucratie, c'est un... Je ne sais pas si ça se rapproche parce que dans l'instinct, c'est la tendance de toute organisation à se perpétrer et à poursuivre essentiellement des objectifs pour elle-même. C'est le cas des corporations, par exemple. Alors, ça m'intéresserait de savoir... ce qu'il est bon de penser. Est-ce qu'on a un alien, un ver dans le fruit, ou est-ce qu'on a, au contraire, une structure avec les thérapies qu'il convient de développer pour qu'elle survive bien? On peut faire le bas. Il y a quelqu'un qui a demandé en bas là. Oui, oui. Et après, tu as le gens en bas également. Merci. Denis, moi, il y a une question que personne n'a abordée qui m'intéresse quand même. C'est la rapidité et la soudaineté de la révolution russe. Ça commence en février et ça se termine en octobre. C'est pas terminé, c'est pas clos, c'est pas bâclé, ça met un certain nombre de temps. Mais la période, on va dire, avant la prise du pouvoir, c'est un peu plus de 6 mois de débat de fou. Quand on prend, par exemple, l'histoire de la Révolution allemande, ça commence en novembre 18 et ça se clôt en octobre 23. Donc il y a vraiment une rapidité du phénomène qui est liée à l'état de l'État russe. L'État
se liquéfie, se décompose, se désorganise tout seul. Je ne sais plus dans quel bouquin j'ai lu, par exemple, les ministres quémandaient auprès du soviet des secrétaires ou des lignes téléphoniques pour pouvoir passer leur appel et tout ça. C'est vraiment impressionnant comme façon dont un État centralisé, très fort au départ, part en morceaux. Et il fallait à tout prix. La révolution russe, c'est pas. C'est presque une nécessité à ce moment-là. Parce que s'il n'y a pas de révolution en octobre 17, on ne sait pas ce qu'il aurait pu y avoir après. Merci. Sur la notion de prise du pouvoir, j'aimerais bien avoir un éclairage sur si on parle bien, si on emploie bien le même mot quand on dit tout le pouvoir aux soviets et quand on dit les bolcheviks doivent prendre ou vont-ils conserver le pouvoir. Est-ce que c'est la même chose la question n'est pas accessoire parce que elle pose aussi la question de est-ce que la révolution c'est octobre? Parce qu'en réalité, on parle de pouvoir, et Patrick, tu l'as évoqué, sur les conseils, etc., pendant tout le courant de l'année 17. Quand Lénine écrit l'État et la Révolution, on est en septembre, il parle de la Révolution en général, mais ce qu'il a en tête, c'est la Révolution en cours. Et c'est un livre dans lequel il n'y a même pas le mot « parti ». Il va sortir de la clandestinité et dire les bolcheviks doivent prendre le pouvoir. Avec en main ce livre, qui ne va pas être oublié, qui va publier juste après la Révolution, qui va rééditer ultérieurement. Est-ce qu'il s'agit du même pouvoir? Quelle est la notion qu'il y a derrière ça? La question me semble importante. Alors, ensuite, je voulais poser des questions sur cette histoire lancinante de continuité-rupture dans l'histoire soviétique, un peu plus longue que ça. Parce que la révolution, bon, c'est 10 jours qui ébranlèrent le monde, c'est l'année 17, mais Orlando Figes écrit un livre qui s'appelle La Russie révolutionnaire, 1891-1991. Je veux dire que ce que c'est que le temps révolutionnaire, c'est compliqué. Enfin, je suis d'accord avec ce que disait Sophie Panich de ce point de vue. Et de ce point de vue, je suis assez, comment dirais-je, circonspect, gêné. Je n'aime pas l'idée mise avec insistance par Francis de la contre-révolution. Parce que, oui, si Kornilov l'emporte, c'est la contre-révolution. Mais si les bolcheviks ayant le pouvoir, on arrive à l'institution du système stalinien, c'est autre chose qu'une contre-révolution qui viendrait de l'extérieur de la révolution. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a quelque chose d'assez confortable, rassurant, à parler de contre-révolution, mais de rassurant d'une manière dommageable. En gros, ça ne viendrait pas de nous. Et l'idée de contre-révolution gomme ces aspects de continuité qu'il faut bien analyser, comprendre, et que chacun d'entre vous a mis en lumière d'une manière ou d'une autre. De ce point de vue, j'aimerais que les unes et les autres, vous puissiez approfondir ce point. Et toute dernière chose, qui est aussi une question, et qui est relative au temps. Est-ce que la question de la démocratie elle-même n'est pas une question de temps? Est-ce que les difficultés du maintien, de l'approfondissement de la démocratie ne tiennent pas précisément aux urgences? Le fait qu'on doit prendre des décisions extrêmement vite, et que extrêmement vite, on ne prend pas des décisions de manière démocratique, parce qu'on ne prend pas le temps de la délibération démocratique, etc. Et est-ce que donc la surestimation de ce qui se passe d'en haut n'est pas, du point de vue théorique, du point de vue conceptuel, un des éléments qui explique la manière dont ça part en tenouille? Dernier mot, sur l'histoire de la politisation, etc., et de l'enthousiasme qui faiblit. Il y a cette formule terrible de Rakowski à la fin des années 20, qui pourrait expliquer comment tout part en quenouille. Il dit
rien ne dira le tort causé à la classe ouvrière et à la Révolution par le désintérêt des ouvriers pour la politique. Et est-ce qu'on n'a pas dans ces questions de la politisation de masse l'un des éléments d'explication essentiels de toute cette dérive? Tu passes à ton voisin, et ce que je propose après, c'est qu'il y ait un premier champ de réponse et qu'on parte après. D'abord, pour rebondir sur ce que vient de dire Laurent, ce que nous apprend au moins la Révolution russe, c'est qu'il y a deux types de contre-révolution possibles. Il y a une contre-révolution qui est la contre-révolution classique, qui est portée par nos ennemis, et il y a une contre-révolution qui naît au sein même du processus révolutionnaire. C'est ça que nous apprend au moins la Révolution russe. Bon. Et que cette contre-révolution, elle est nourrie par les faiblesses des révolutionnaires eux-mêmes. Et dans les faiblesses, vous avez tous insisté à juste titre, je partage ce qui est les faiblesses sur la sous-estimation, c'est le moins qu'on puisse dire, des questions des libertés démocratiques, d'état de droit, etc. Bon, de liberté publique, je le partage, mais il y a un autre point que vous n'avez pas abordé qui me paraît tout à fait décisif. C'est la compréhension qu'avaient les bolcheviks, et qui n'étaient pas les seuls à l'époque, c'est issu de la social-démocratie, de ce qu'était à la fois le capitalisme et le socialisme. Le modèle de socialisme pour les bolcheviks et pour Lénine en particulier, c'est la poste allemande. C'est l'organisation de la poste allemande hiérarchisée et qui permet de mettre fin à l'anarchie du capitalisme. Le capitalisme, pour la social-démocratie, pour Lénine, c'est avant tout les crises périodiques et la concurrence. C'est l'anarchie. Et pour lutter contre cette anarchie, il faut une organisation rationnelle. Et la poste allemande, la grande entreprise capitaliste, plus globalement, c'est l'image de cette rationalité. Et d'où les thèses très importantes de Lénine sur le taylorisme. Le taylorisme, c'est mal quand c'est utilisé par les capitalistes. C'est bien quand c'est l'URSS et l'État ouvrier qui l'utilisent. Et la sous-estimation du despotisme d'usine et de la nature du despotisme d'usine et de l'organisation du travail capitaliste. Ce qui renvoie à la question de la politisation. Parce qu'il ne peut y avoir de politisation, au sens large du terme, que s'il y a une remise en cause de l'organisation quotidienne de la vie des salariés. On ne peut pas avoir des rapports de production qui sont des rapports de production capitalistes, en travaillant 8 heures par jour, etc., et s'occuper et faire de la politique, c'est pas possible. Bon. La politique, dans ce cadre-là, ne restera que je termine, que ce qui est entre guillemets, le privilège d'une petite minorité. Bon. Donc le fait de rompre avec cette organisation du travail, avec les rapports de production capitaliste tels qu'ils ont été instaurés au long des siècles est totalement décisif. Ce qui renvoie, et là je commence sur un mot, la différence fondamentale que maintenant nous avons tous compris, qui existe entre ce qui est nationalisation, c'est-à-dire étatisation, et socialisation, c'est-à-dire le fait qu'il y ait une appropriation par la société des moyens de production, etc. Patrick, il y a un débat au sein des bolcheviks qu'on oublie beaucoup, c'est celui qu'il y a après les journées de juillet. Lénine est pour l'abandon du mot d'ordre pour le pouvoir aux soviets après les journées de juillet. Parce qu'il dit, la question qui se pose après les journées de juillet, c'est l'insurrection. Avant même Kornilov, il dit que c'est l'insurrection. Parce que ce que les journées de juillet ont démontré, c'est que c'est pas possible de changer la société pacifiquement en essayant de convaincre les mencheviks et les socialistes révolutionnaires de bouger. Et donc c'est l'insurrection qui se pose. Donc il faut abandonner le mot d'ordre, tout le pouvoir aux soviets. Il faut que le parti prépare l'insurrection. Il est minoritaire dans le parti bolchevique à ce moment-là, parce que la majorité des militants, qui eux sont impliqués dans les soviets, ne sont pas pour l'abandon de ce mot d'ordre. Donc personne ne le voit d'ailleurs, parce que dans les masses, les gens continuent à se battre pour le pouvoir des soviets. Mais là, il y a quelque chose qui est tout à fait important. Alors, quand même sur la rupture, je me suis occupé que de l'année 18. Mais par exemple, au milieu de l'année 18, il y a la remise en place le taylorisme existait dans les usines russes. Hein. C'était des usines très modernes,
Ils étaient même plus modernes que l'essentiel des usines en Europe. Et donc le Taylorisme existait, il est remis en place, le salaire EPS est remis en place, et y compris à la fin de l'année 18, il y a un livret ouvrier qui est mis en place. Hein. Donc c'est pas... C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de partir de l'usine sans l'autorisation du chef, et quand on est parti de l'usine sans l'autorisation de la direction, on ne peut pas retrouver de travail ailleurs. Hein. Donc voilà, c'est ça qui se passe dans l'année 18, hein, au-delà mais il y a quand même des seuils dans tout ça. 21, c'est un seuil. 21, c'est un seuil pour une raison très simple. Il y a une remontée du mouvement de masse en 21. La guerre civile vient de se terminer, et la moitié de l'armée rouge est démobilisée. Cette moitié d'armée rouge se dit, ben, on continue la révolution. Et il y a des grèves partout. Il y a des grèves dans toutes les grandes villes, il y a des révoltes paysannes, il y a un mouvement social. Kronstadt, c'est un seul de ces éléments-là. Bon. Et à ce moment-là, quand le mouvement repart, c'est-à-dire que, parce que la révolution ne commence pas en février, elle commence en 1905, il y a des barricades, une grève générale de 5 jours à Petrograd en 14, juste avant la déclaration de guerre. Donc, le mouvement révolutionnaire, il s'étend sur beaucoup plus longtemps que l'année 17. Bon. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en 21, le mouvement, il continue. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement démocratique, une mobilisation qui se remet en place. Et à ce moment-là, le parti bolchevique continue à faire le communisme de guerre. Il dit, non seulement il y a la répression de Kronstadt, la répression des révoltes paysannes, ils sont un peu plus diplomatiques avec les grèves ouvrières de Moscou et de Petrograd, mais en même temps, il y a la NEP et l'interdiction des fractions dans le parti, au moment où le processus redémarre. Il y avait déjà eu ça, hein. Il y a une interdiction d'expression publique des communistes de gauche qui commençaient à discuter des questions de bureaucratisation en mars 18. En mars 18. Hein. On leur interdit la publication de leur journal en mars 18. Mais 21, il y a un seuil qualitatif. Et il y a un deuxième seuil qu'on ne peut pas éliminer, qui est le seuil 34 et les massacres des procès de Moscou, qui est un autre seuil. C'est le seuil 29. Ah, c'est... Il y a plusieurs choses que j'ai relevées dans l'ensemble des questions où peut-être je peux dire quelque chose. La première, c'est la décomposition était telle que ça se faisait presque tout seul, si j'ai bien compris ce qui a été évoqué. Et je pense que ça, c'est faux. C'est-à-dire que quand il y a une décomposition qui se fait, bon, elle se fait très bien, mais la question, c'est justement de trouver le bon moment pour intervenir et pour ressaisir la situation en lui donnant une orientation. Et du coup, du côté des révolutionnaires, y compris du côté de Lénine, il y a la question de la maturation de la crise. Et le Kairos, c'est justement intervenir au bon moment dans la maturation de la crise. Et que de ce point de vue-là, il y a le sentiment qu'on, si on laisse passer ce bon moment, peut-être que ça va continuer à se décomposer, mais ça ne permettra pas de faire une révolution pour autant. Et du coup, ça ne suffit pas de considérer que la décomposition est latente, attendre que les choses pourrissent, ça ne suffit vraiment pas à une transformation radicale. Voilà. Et ça me paraît être un point extrêmement important, parce qu'il y a tendance, dans l'hypothèse où on fonctionne dans des structures, à ce qui arrive n'arrive plus jamais par nous. Mais en fait, c'est faux, c'est-à-dire que ça n'arrive pas uniquement par nous, mais ça arrive aussi par nous. Après, la deuxième chose, c'était le verre est-il dans le fruit? Est-ce que c'est une bonne expression? Et est-ce que du coup, c'est quelque chose d'un alien qui serait déjà présent? Je ne sais pas si ça a à voir avec l'idée de la germination et des choses qui se développent toutes seules ou qui sont d'emblée impossibles à juguler, mais dans tous les cas, c'est un peu la même question. C'est pour ça que je l'aborde juste avec, c'est-à-dire peut-être qu'il y a un verre dans le fruit, mais après la question c'est comment on fait avec. Et donc c'est à nouveau quelle stratégie, quelle tactique pour, comme dit pour le coup Ben Saïd ou Lénine, comment on évite la catastrophe. C'est-à-dire que si on a conscience qu'il y a un verre dans le fruit, on va faire attention et on va éventuellement essayer de trouver les parades. Et donc je dirais que c'est pas en soi la question. La question c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça. Et que dans une certaine mesure, il n'y a jamais de situation pure et de situation dénuée de verre dans le fruit. Et donc, le problème, c'est comment on fait avec et comment on évite malgré tout la catastrophe, toujours par une espèce
de savoir intense, une intensification du savoir sur une situation. Alors, la contre-révolution intérieure par rapport à la contre-révolution adverse, c'est la vaste question de qu'est-ce qui produit le totalitarisme. Parce que finalement, c'est la question d'un totalitarisme qui serait justement le ver dans le fruit d'une démocratie radicale. Alors, on connaît plus ou moins les hypothèses de Claude Lefort, qui affirme que c'est l'anxiété produite par justement la forme démocratique, parce qu'on est constamment soumis à la responsabilité de prendre des décisions, même si on les prend collectivement, il y a quand même de l'anxiété et de l'angoisse qui surgit de ce modèle-là, et que si cette angoisse est trop forte dans des situations d'adversité qui sont justement fortes, alors on peut avoir le désir de recourir à un pouvoir qui serait fort, et à donc empêcher, suturer l'espace de délibération au profit d'une décision de celui qui incarnerait l'autorité. Bon, je pense que c'est une hypothèse très intéressante, et elle est particulièrement intéressante en ce moment, parce qu'on a quand même un désir de pouvoir fort, de différents modèles, mais il n'y a aucune partie de l'échiquier politique qui n'est pas en ce moment soumis à cette question. C'est-à-dire que c'est une question en soi à l'intérieur du dispositif démocratique. Et de ce point de vue-là, ça revient à ce que j'évoquais au début, c'est-à-dire pourquoi on quitte les assemblées. Est-ce qu'on les quitte parce qu'on préfère quand même la quiétude du foyer et de la vie familiale, ou est-ce qu'on les quitte parce que on aime d'autant plus cette quiétude que c'est trop anxiogène, et on sait bien que les assemblées qui ont vraiment des décisions à prendre, elles sont anxiogènes, que les gens sont épuisés après, et qu'il y a des phénomènes de dégoût, des phénomènes de découragement, toutes sortes de choses qu'aujourd'hui on refuse encore le plus souvent de penser. C'est-à-dire que ces choses-là, ça suppose d'être pensé. C'est peut-être récurrent, mais c'est pensable. Et donc il y a à trouver les parades. Et du côté des parades révolutionnaires, c'est se donner le temps des pauses par rapport à cette anxiété. Donc c'est les fameuses institutions civiles, les fêtes révolutionnaires, peu importe le modèle. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une pensée possible de cette chose-là, en tant que toute révolution produit quand même une perte des repères habituels, cette anxiété, et qu'il y a à penser la parade pour pouvoir tenir. C'est-à-dire, il y a l'événement lui-même, et puis tenir dans la durée. Et tenir dans la durée, c'est une navigation, et c'est une navigation qui suppose de prendre en compte les émotions qui s'inventent ou qui se dégagent dans une situation. Voilà, je vais passer à mon camarade. D'accord avec Laurent sur le fait qu'il faut préciser ce qu'on entend par prise de pouvoir. C'est une question difficile. On sait que l'accès au gouvernement ne donne pas les capacités de diriger le pays. Et on voit, quand on parle d'octobre 17, qu'une insurrection victorieuse permet de détruire un État et d'engager un processus de construction d'un autre État, mais que ça ne signifie pas le bouleversement des rapports sociaux, et que ce bouleversement des rapports sociaux pose des problèmes d'une très grande complexité. Et du coup, il me semble que c'est dans cette question de la transformation des rapports sociaux que gît la question de la contre-révolution. Alors là, par contre, je ne suis pas d'accord avec Laurent. Je pense que c'est une notion qui est encore plus difficile que celle de révolution, et que nous sommes dans une situation historique, en particulier avec les révolutions arabes, qui nous oblige à regarder en face ce problème-là. C'est-à-dire que la contre-révolution est une réaction quasi inévitable à la révolution, et qu'elle se fait sous des formes qui sont extrêmement différentes et parfois déconcertantes. Même dans le cas de la Révolution française, Joseph de Maistre, qui était un expert en la matière, a dit quelque chose de très fort, qui est qu'une contre-révolution, ça n'est pas la révolution à l'envers. C'est-à-dire que la révolution a provoqué quelque chose qui fait que pour qu'il y ait contre-révolution, il faut qu'il y ait une bifurcation historique, qui fait qu'on a une situation qui n'est plus la même, et qui combine, dans les différents cas qu'on a pu connaître au cours de l'histoire, qui combine le retour des classes anciennes, l'action des classes anciennes, des interventions étrangères, et des phénomènes, effectivement, comme le dit bien, des phénomènes qui naissent de la révolution elle-même. Alors c'est la question dans le cas qui nous intéresse, c'est le problème de la bureaucratie. Moi non plus, je ne partage pas du tout la formule « le verre était dans le fruit », parce que je pense qu'elle est désespérante.
Hein, si le ver est dans le fruit, ça veut dire que la contre-révolution est nécessairement dans la révolution et qu'en fait, il n'y a pas de révolution. Et là encore, l'exemple des révolutions arabes nous montre qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui est en train de prendre le dessus dans le débat? C'est l'idée, vous vous êtes fait des idées, vous vous êtes fait des illusions, il n'y avait pas de révolution arabe. Et ça permet de ne pas regarder en face ce qui est en train de se passer. Il me semble que quand on réfléchit sur cette question du bureaucratisme, il faut maintenir des différenciations qui sont décisives. Il y a sans doute, à partir du moment où il y a une organisation, quelle qu'elle soit, en particulier un parti, qui est séparé de la classe, il y a forcément des phénomènes d'autoritarisme qui viennent se greffer sur ce parti. Et il y a des phénomènes de défense de privilèges, échapper à la misère commune, parce qu'on est dans cette situation-là. Mais il y a une frontière avec le fait qu'à un moment donné, dans certaines circonstances, on n'est plus simplement dans l'autoritarisme, on est dans la dictature, et dans la dictature sanglante. Et on n'est plus dans la défense de privilèges, on est dans la constitution et la défense acharnée d'intérêts de classe. Qui suppose l'exploitation, la domination des autres. Et là, il me semble que c'est la question du basculement, de la victoire de la contre-révolution sur la révolution, alors facilitée par tous les éléments qui ont été donnés, y compris le fait qu'il y avait cette idée que le développement économique sur un modèle qui était le modèle administré, industrialiste, productiviste, allait permettre d'échapper à ces contraintes, et ce qui ne fut malheureusement pas le cas dans la situation. Plus par rapport à la question qui a été posée sur les rythmes, il me semble que derrière ça, il faut ne pas oublier le contexte de la guerre, qui est un accélérateur formidable des rythmes à certains moments. En 17, la grande boucherie ne peut plus continuer. Et la révolution a été la révolution russe, en l'occurrence, a été une réponse positive, et il y en a eu d'autres qui ont montré que il fallait en finir avec cette situation qui ouvrait le XXe siècle avec toutes les catastrophes qui devaient le miner. Une demande ici depuis longtemps. Sur les exposés de Patrick Lemoyle et Francis Sitel, qui ont en commun de placer le moment où ça bifurque après octobre 17. Alors d'une part, je trouve que ça veut dire qu'il y a une intériorisation du fait que globalement, ce serait quand même du côté du bolchevisme qui aurait un problème. Et en plus, je ne pense pas que ça corresponde à ce que les historiens ont pu montrer récemment. Parce que si on parle, par exemple, de la bureaucratisation, c'est le lendemain de l'abdication du tsar que le soviet de Petrograd, qui à l'époque est en plus plutôt un consortium de partis, calcule qu'il a besoin pour fonctionner d'un budget de 10 millions de roubles et fait valider une liste personnelle qui arrivait en juin et de plusieurs centaines de secrétaires, etc. Et de ce point de vue-là, je serais tout à fait d'accord avec ce que disait Sophie Vanish sur le fait que c'est pas le problème en effet du ver dans le fruit, c'est des choses avec lesquelles il faut faire, sachant que c'est des dangers, mais je veux dire, à la rigueur, quiconque a la moindre expérience syndicale sait bien que cette institutionnalisation et cette bureaucratisation est à peu près consubstantielle à la mise en mouvement. Concernant le parti bolchevique, le côté avant-gardiste, etc., on peut faire à peu près les mêmes remarques. Je veux dire, le parti bolchevique constitué de révolutionnaires professionnels, la Russie était une dictature, tous les partis politiques étaient des partis de révolutionnaires professionnels, quelle que soit leur obédience. La différence, c'est que les bolcheviks l'ont affirmé publiquement quand tout le monde le pratiquait, y compris sur les pratiques non démocratiques. Quand on regarde les textes d'époque, il y a un unanimisme dans les assemblées populaires qui est pour le coup réellement les limites du pluralisme. C'est-à-dire les formules les plus utilisées, c'est l'idée de famille unie, de famille cohésive. Et on trouve tout un tas d'expressions. Il y a un historien russe actuel, alors malheureusement peu ou pas traduit du tout en français, qui s'appelle Boris Kolonitsky, qui travaille beaucoup là-dessus. Je l'avais entendu récemment dans une conférence où, par exemple, il citait un texte. Alors, c'était « Gloire à notre comité central et à nos chefs géniaux ». C'était un extrait du congrès du Parti constitutionnel démocrate au printemps 1917, c'est-à-dire le grand parti libéral bourgeois démocratique. Et pour ce qui est du culte, alors il vient de faire, ce même historien, un bouquin en russe sur Kerensky. On a oublié, parce que Kerensky est sorti de l'histoire par la petite porte, qu'il y avait un culte de la personnalité autour de lui, tant qu'il avait été populaire, qui était absolument extraordinaire, et que a pris la relève de ce culte
culte, le culte de Kornilov, tant qu'il était en marche vers son coup d'État. Et donc, au final, s'il y avait une critique à faire aux bolcheviks, ce serait plutôt non pas d'avoir été en rupture et que cette rupture ait produit une bifurcation autoritaire, mais plutôt de ne pas avoir été assez en rupture avec la culture politique de leur temps. Et quand je dis ça, c'est pas spécialement le marxisme, même dans sa version du monde international que je vise, mais y compris la culture des autres partis révolutionnaires russes qui se sont avérés excessivement modérés, mis devant la révolution. Oui, Robert. Mais bon, moi, je ne sais pas si le verre est dans le fruit, parce que je n'y connais pas grand-chose en botanique. J'ai quand même l'impression qu'il y a des choses qui n'ont pas dû être bien faites, parce que sinon, bon, on n'aurait pas les catastrophes qu'on a eues. Alors, Francis, au début, a expliqué que les trotskistes, qui, comme chacun sait, dont je suis, qui, comme chacun sait, ont beaucoup d'explications sur tout, avaient eu des explications dans le passé, et notamment sur la période 21-27, hein, l'interdiction des fractions, etc., tout ça était tout à fait cohérent. Kronstadt, c'était un peu plus loin à venir, mais enfin, on a fini par critiquer aussi Kronstadt. Le problème, c'est que si ça se passe comme ça dans la période 21-27, c'est évidemment pas un hasard, parce que la guerre civile est terminée, elle est gagnée, évidemment le pays est en ruine, mais les contre-révolutionnaires sont quand même largement écrasés, donc il n'y a pas vraiment de raison de continuer à faire cette politique répressive. Et tout ça vient évidemment de la période précédente, où la période précédente a été, dès le début, hein, bon, je crois pas que l'Italie a une période d'absence de démocratie, de répression, etc. Et ça, alors là aussi les trotskistes avaient une explication, hein, c'était, mais oui, il y avait la guerre civile, donc on ne pouvait pas faire autrement, etc. Bon, mais si on ne peut pas faire autrement à ce moment-là, bon, bah, à ce moment-là, ça sera toujours comme ça, etc. Or, la question, c'est qu'effectivement, la question de la guerre civile est une vraie réalité, l'épuisement du pays, etc. Mais ça ne peut pas suffire comme explication. On ne peut pas se contenter de cette explication-là. Or, pendant longtemps, on s'est contenté de cette explication-là. La question, c'est effectivement beaucoup plus fondamentale à mon avis, c'est la question de est-ce qu'on considère qu'il faut absolument garder le pouvoir ou pas. Or, dans la matrice du bolchevisme, il y a cette idée-là. Il y a cette idée qu'on représente les intérêts historiques du prolétariat, donc on représente le prolétariat, et donc il faut absolument qu'on garde le pouvoir. Et ça, je pense que c'est cette question-là qui est absolument déterminante. Et cette question-là, je ne veux pas être trop long, cette question-là, on la retrouve aussi dans la Révolution française, dont Sophie Vanis s'y connaît mieux que moi, bien sûr, mais on la retrouve aussi dans la Révolution française, cette question-là. Donc je pense que c'est des questions comme ça qu'il faut discuter. Et en même temps, si j'ai encore une minute, la question, c'est la question de comment se fait le rapport aux soviets. C'était un peu discuté là où j'étais ce matin. La question du rapport aux soviets, quand on relit un petit peu, y compris Trotsky, qui est sûrement plus avancé là-dessus, le rapport aux soviets des bolcheviks, c'est un rapport... On utilise les soviets pour pouvoir prendre le pouvoir et faire la révolution. Ce n'est pas une vraie conception sur l'autogestion socialiste, etc. Ce qu'on retrouve dans l'État et la révolution, me semble-t-il, je ne l'ai pas lu depuis longtemps, mais effectivement, ça n'est pas appliqué dans la réalité. Donc je pense que c'est ces questions-là qu'il faut discuter. Oui, bon, c'est... sur la question, je suis d'accord qu'il faut bien voir les problèmes qui se sont posés aux bolcheviks. J'aimerais bien parce que c'est quand même si on ne peut pas dire le verre était dans le fruit, le fait que ça soit passé, qu'il y ait eu quand même, on a vu des problèmes non seulement liés au contexte, à la guerre civile, mais aussi à des phénomènes de bureaucratisation liés à la politique qui était menée par les bolcheviks, ou des fautes commises, ou des erreurs. Je pense qu'il faut les, même si on est dans le camp des révolutionnaires russes 100%, il faut les dire, il faut les voir, et il faut, pour essayer de voir comment remédier, parce que cette histoire de bureaucratisation, c'est un peu quand même une obsession, enfin un peu une obsession après le drame du stalinisme, enfin, c'est un peu une obsession chez moi, mais un peu, ça doit être une obsession pour nous tous, quoi. S'il y a une future révolution, ben quelles sont, je suis sûre qu'on peut pas, on n'a pas le vaccin. Dommage, on n'a pas le vaccin, puis c'est pas bien vu les vaccins en ce moment, dans les 12 vaccins non plus. Donc est-ce qu'il y a quand même, on peut en ressortir là, après toutes ces années, avec
un peu ce qu'il ne faut pas faire, quoi. Quelles sont un peu les mesures, les préventions qu'on peut, les mesures de prévention qu'on pourrait prendre si on était dans une nouvelle situation de révolution et de post-révolution pour éviter, essayer de diminuer, au moins d'éviter ce processus qui, à mon avis, est quand même un phénomène qui, même dans des contextes aussi tragiques que celle de la révolution russe, de la guerre civile, etc., c'est quelque chose un risque qui existe un peu fatalement, parce que même si on peut le dépasser et le vaincre, mais Rakowski il décrit bien ça, les dangers professionnels du pouvoir, il y a, on le voit nous tous les jours dans les syndicats, dans les associations, enfin la démocratie c'est pas naturel quoi. C'est une lourde conquête et c'est une dure conquête. Et en période de révolution, encore plus, évidemment, la complexité est démultipliée. À qui la parole maintenant? Non, attends. Monsieur là. Depuis très très longtemps. Oui, voilà, c'est juste une remarque sur le verre est dans le fruit. Bon, ça a déjà abordé. Le problème que ça pose sur un certain problème empirique, mais le verre est dans le fruit, ça veut dire que les bolcheviks, les marxistes à l'époque, n'avaient pas de théorie de l'État à construire. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement qu'il y avait des contradictions, mais il faut quand même se rappeler que la révolution de Lénine est un truc qui parle justement de l'État comme tâche semi-immédiate. Bref, derrière, il y a un problème plus général de la question de l'État, dans la tradition marxiste, bon, voilà, c'est pas le verre dans le fruit, c'est comment gérer des contradictions dans le cadre de la construction d'un État de type nouveau, prolétarien, oui, je pense que c'est là les différentes attaques, je crois. Je souhaitais, bon, c'est évident que la révolution est un changement social. Il y a un déplacement de la classe dominante par la substitution, donc, au fait, par le fait révolutionnaire du parti bolchevique et des soviets et de la classe ouvrière. Bon, soit. Mais qu'est-ce qu'il advient donc de ce que Patrick disait à la fin de son intervention de la première, à savoir que donc le socialisme n'est pas la gestion, l'administration des choses, mais c'est la révolution, c'est un fait social fondamental, et puisque c'est le remplacement d'une classe par une autre, donc quel est le changement des rapports sociaux de production que cette révolution a imposé. Donc il y a une révolution politique et sociale, donc le changement des classes, mais dans le système productif, comment cette situation a été modifiée. Donc ce matin, on a entendu qu'il y avait, donc à un moment donné, des stress, des gens qui... augmentation des arrêts maladie, des gens, aujourd'hui, bon, on connaît bien ce phénomène dans la situation actuellement en France. Donc ce que je veux en dire, c'est à quel moment il y a un changement du capitalisme ancien en ce qu'on appelle un mode de production socialiste. À part le fait qu'il y a étatisation, donc qu'il y a abolition de la propriété privée, etc. Parce que je l'emmène jusqu'à quel moment s'est produit cela, puisque, bon, quand il tombe le régime actuel et soviétique en 89, à quel moment ce système a été modifié au niveau des relations de production. Qu'est-ce qui a changé? Je me réfère surtout en 1936. Bon, il y a le témoignage de le retour des ORSS d'André Gide, dans lequel il consigne une série de situations dans lesquelles bon, les relations sociales de production ne sont pas celles dont on pourrait baser notre combat. Mais, et sur la situation politique, donc sur ce qu'on dit, donc les libertés, etc., bon, j'attire l'attention sur ce qu'a écrit Gorky, depuis 16,
1916 jusqu'à 1918, ce circuit, bon, il le dit clairement, c'est critique contre Lénine et Trotsky, et la possibilité qu'effectivement les libertés soient complètement écrasées. Voilà ce que je souhaitais. Une partie des interventions ce matin et ce soir, donc j'ai posé une question volontairement provocatrice, explique la bureaucratisation et l'autoritarisme du parti bolchevique par les circonstances difficiles de la guerre civile, l'effondrement de l'économie, etc. C'était redit plusieurs fois, ce n'est pas l'explication ultime dans les étapes. Si on croit à ce que 15 000 personnes viennent de publier, on est dans une situation extraordinairement difficile, dans un avenir assez proche, au niveau climatique, effondrement des systèmes biologiques, effondrement des systèmes de production biologique, effondrement des ressources fossiles, parce qu'on n'a pas indéfiniment, etc., etc. Donc ça implique à un moment donné un changement assez important par rapport à un capitalisme prédateur. Or, la société est organisée malgré tout d'une certaine façon. Comment cette circonstance-là peut envisager un pouvoir démocratique et global, sachant qu'on va passer à un système qui, de toute façon, et ça je sais que c'est provocateur de le dire, va à un type d'effondrement. Parce que ça ne peut pas durer comme ça. Ça, on le sait très bien. En exemple très simple, il y a de moins en moins de poissons. Bon. Et il y a un effondrement de la pêche. La pêche ne peut pas continuer indéfiniment comme ça avec des systèmes de plus en plus sophistiqués. Il y a un effondrement dont vous ne mesurez pas la gravité forcément des insectes, ce que ça signifie dans 5 à 10 ans. Bon. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bonne question. Que fait-on? Oui, paraît assez fondamental, c'est-à-dire qu'il faut véritablement intégrer, je crois, dans notre cortex, il n'y a pas de révolution sans contre-révolution. Ça, c'est un axiome de base. C'est un axiome de base qui est prouvé par tous les mouvements révolutionnaires, quels qu'ils soient. Hein. Que ce soit la Révolution française, que ce soit la Commune de Paris, que ce soit la Révolution russe, bien évidemment, l'Espagne, que ce soit Cuba, etc., etc., il y a toujours une contre-révolution quand il y a un mouvement révolutionnaire. Ça peut prendre des formes très différentes. Hein. La Russie, c'est presque le paradigme de la contre-révolution, avec toutes les puissances coalisées et la contre-révolution intérieure, c'est-à-dire vraiment ces fromages et desserts. Ça peut prendre aussi des interventions, un étouffement économique. Ça peut prendre aussi le visage de ce qu'on avait appelé au Portugal la contre-révolution démocratique, même si ça paraît un petit peu bizarre hein, comme expression, en novembre 1976. Mais il y a toujours, de toute façon, voilà. C'est-à-dire que cette idée qu'on va faire la révolution et que de l'autre côté, les classes dominantes vont dire « Ah ben écoutez, ça va, si vous avez gagné, c'est vraiment sympa, on vous laisse les clés, voilà, vous avez ça dans le coffre-fort, hein, et faites-en bon usage. » Ça, c'est une illusion. Ça, c'est une illusion. Donc à partir de là, il y a effectivement, en général, des mesures qui sont prises dans l'urgence, qui ne sont pas prévues, parce que aussi, un des moyens de la contre-révolution, c'est qu'ils ne sont jamais semblables, hein, jamais semblables. Et voilà. Et à partir de là, qu'est-ce qui se passe ? Très souvent, c'est que... moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup de quelqu'un qui n'est pas vraiment dans la tradition marxiste, qui est de Thérèse d'Avila, qui dit « Prenez ce que vous voulez, mais il faudra payer ». C'est-à-dire, en gros, qu'est-ce qu'elle veut dire par là? C'est que quand on prend une décision, le poids va s'en faire sentir. C'est-à-dire que quand on interdit les fractions, eh ben, on va le payer parce que la démocratie va morfler. Que quand on ne rétablit pas, quand on fait le communisme de guerre, eh ben, on va s'aliéner la paysannerie, même s'il n'y a pas forcément moyen de faire autrement. Mais il faudra payer. On prend, mais il faudra payer. Et donc, à partir de là, la seule chose, je dirais qu'il n'y a pas de recette. Il faut en être conscient, tout en sachant que, bien, les problèmes, il faudra les résoudre. Alors, on peut se donner des garde-fous, notamment en étudiant ce qui a été fait et ce qui s'est passé. Hein, l'histoire peut au moins nous apprendre, je crois assez peu aux leçons d'histoire, mais bon, ça peut quand même un petit peu servir, tout en sachant que de toute façon, les problèmes se poseront d'une façon qu'on n'aura pas prévue.
On n'aura pas prévu. Et ça, c'est le problème. Maintenant, cela dit, l'alternative, c'est quoi? Ben, l'alternative, c'est qu'on ne fait rien et qu'on peut rentrer chez nous. Hein. Donc, voilà. J'ai vu deux demandes, une ici et une là, je donne l'histoire. Écoute, lui, on a encore 15 minutes, donc je propose encore... J'avais d'autres choses à dire sur la temporalité. On y reviendra sur les 50 ans de 68, sur comment les choses peuvent aller très vite et beaucoup plus vite qu'en 6 mois. On verra ça en avis. Une question, c'est parti bolchevique, parti discipliné en 1917, point d'interrogation. Je n'en suis pas certain. C'est pas identifié. J'ai pas bien compris ce que c'est un parti discipliné en 1917. Un peu lacunaire, mais je voulais savoir comment a été pensé à ce moment-là je dirais l'éducation, le rôle de l'éducation, dans le sens où elle permet effectivement, je veux dire, l'exercice de la démocratie, au-delà de la révolte contre l'injustice, mais l'exercice d'une démocratie à plus long terme pour les ouvriers, les paysans, je dirais le peuple, je dirais coincé effectivement entre une réaction de bourgeoisie éduquée, entre guillemets, qui possède déjà ne serait-ce que une bonne maîtrise du langage, et les bureaucrates, enfin les dirigeants du parti, qui ont exactement ce même pouvoir. Et qui fait que dans une assemblée, eh bien, je veux dire, il y a très peu de gens qui prennent la parole. La plupart des gens se retrouvent muets et donc plus ou moins soumis à ce qu'on n'a plus une éducation mais une propagande. Je prends encore deux interventions. Vraiment. Oui, bonjour, merci pour les interventions. Je vais être très brève. Mais je voulais pousser le cran un peu sur une des questions sur le temps qui a été posé par Sophie Daniche. Remarque préalable sur la bureaucratisation. J'espère que tout le monde a bien en tête que le capitalisme n'est pas en reste sur la bureaucratisation. Et je trouve qu'on devrait aussi enfoncer le clou là-dessus parce qu'on est face à un système capitaliste qui lui aussi produit une technocratie et une bureaucratie absolument effrayante, donc à l'avoir en tête. Et sur le temps, je voulais intervenir là-dessus. Il y a la question du temps politique dont tu parlais, mais je pense qu'on peut l'étendre à la question de la temporalité humaine. C'est-à-dire que la révolution, dans son objectif, elle suppose un bouleversement radical de nos façons de vivre, tout simplement. Parce qu'il ne suffit pas de dire vous avez tous le pouvoir dans un endroit pour que les mécanismes d'intériorisation de la domination, les rapports de pouvoir qui sont intégrés à l'échelle humaine d'une vie, puissent tomber à terre. Et je pense que la direction révolutionnaire, on a beaucoup parlé de ça, les chefs, les fautes des chefs, je ne sais quoi, je pense que nous aurions besoin de réfléchir à cette question, pose la question du rythme en fait possible pour une mise en place véritable de processus révolutionnaires. C'est peut-être ce que je viens de la culture féministe, enfin la culture et la pratique féministe que cette question me vient. En un siècle, quand on regarde, le bouleversement est radical. On n'a d'ailleurs fait aucun mort à ma connaissance du côté des oppresseurs, ce qui est assez particulier comme révolution, mais c'est une révolution qui a nécessité des générations successives pour intégrer d'un point de vue temporalité humaine. Donc je voulais vous interroger sur ça, parce que j'ai l'impression qu'il y a plein d'autres sujets dont on a pas mal parlé, la place de l'État, pas simplement aujourd'hui, mais dans l'histoire et dans les rapports critiques, et j'ai l'impression que cette dimension-là est une dimension peu évoquée en réalité, et sur cette révolution-là, mais même plus généralement sur le processus révolutionnaire. Là, profiter des outils actuels qu'on a qui n'avaient pas en 17, que sont l'informatique et plus exactement l'intelligence artificielle pour aider tout ce qui est démocratisation, enfin tout ce qui est bureaucratie, pour être beaucoup relayé à l'informatique, et de même que pour les âgés. Et comme on a dit que c'était très fatigant en temps et en effort, peut-être que les avoir sur avoir un support informatique pour voter pour le plus grand nombre faciliterait que la base garde le pouvoir. Alors, moi, je voudrais répondre sur la question du temps, évidemment, et sur
sur le fait que ça serait une intériorisation longue ou si ça serait plutôt un éternel recommencement. Et je pense qu'il y a un peu des deux. C'est-à-dire que sur la question d'éducation, il y a l'éducation sur le temps long, la manière dont on essaye de transformer justement les fameuses mentalités de différentes manières, à différents âges, etc. Et puis il y a où on est une population en un état donné d'intériorisation des règles, des normes, des règles de domination. Et à ce moment-là, c'est avec cette matière-là qu'il faut travailler en situation. Et il me semble que ce qui est important pour les révolutionnaires français, quand même je les connais mieux, c'est d'avoir conscience des questions qui se posent. Et donc par exemple, sur ces fameuses questions de chef ou de pas chef, ça les inquiète beaucoup parce qu'ils sont quand même en train de quitter une monarchie absolue, donc ils ne veulent pas retrouver la même chose. Donc quand il y a effectivement un amour immodéré pour des figures charismatiques, ça vient des figures elles-mêmes de dire non, et de trouver pas simplement ce discours qui pourrait être un discours factice, mais de trouver des modes institutionnels qui interdisent un trop grand amour du chef, une trop grande idéalisation des grands. Et il y a un petit mot d'ordre qui circule, il y a beaucoup de choses ironiques dans la Révolution française, comme dans toutes les révolutions démocratiques. L'ironie et l'ironisation, c'est une manière de désamorcer ces choses-là. Et ce qui est dit, c'est qu'il faut rendre les petits plus grands et raccourcir les géants, tous à la même hauteur, voilà le vrai bonheur. Voilà. Et c'est ça qui se passe dans une assemblée. Il faut rendre les petits plus grands, c'est-à-dire ceux qui prennent jamais la parole, leur donner la parole, faire en sorte que ceux qui vont tout le temps et ceux qui sont à la tribune ne la monopolisent pas, faire en sorte que ce ne soient pas toujours les mêmes à la tribune, et pas nécessairement que des spécialistes, qu'il y ait des cas de côté, enfin bon, voilà. Donc il y a beaucoup de choses où je dirais c'est une série de Jiminy Cricket qu'il faudrait avoir en tête pour pouvoir manœuvrer. Parce que, en fait, la vraie question révolutionnaire, c'est bien sûr le kairos de la crise, mais après c'est la navigation. Et si on n'a pas une idée de la navigation, eh bien les petits restent petits et les géants géants. Très vite. Je suis désolée, c'est 1 minute parce qu'on vient de me rappeler qu'on recommence à 4h15. La révolution n'a pas gagné parce qu'il y a une dictature bolchevique et la révolution a gagné parce que partout pendant la guerre civile, quand les Blancs arrivaient, ils remettaient en place le système précédent. Et au bout du compte, si la révolution l'a emporté, c'est parce que, au bout du compte, les gens, massivement, la population, préférait ce système-là. Mais moi, je voulais dire une chose par rapport au truc sur le ver dans le fruit. J'aime pas cette expression. Parce qu'on a l'impression, quand on dit ça, que tout répond à des lois physiques. Il y a le ver dans le fruit, donc il va se passer ça. Comme s'il y avait des équations. Or, les processus révolutionnaires, c'est l'inverse d'une équation. C'est-à-dire qu'un processus révolutionnaire, c'est un processus dans lequel, à cause de la rapidité à laquelle les événements se produisent, à chaque instant, il y a des choix, il y a des possibilités, il y a des ouvertures, il y a des bifurcations, comme disait Daniel, et que c'est de ça qu'on a intérêt à discuter. Et la question essentielle qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne construit pas le socialisme simplement en ayant une expropriation des capitalistes, le monopole du commerce extérieur, comme j'ai dit dans ma jeunesse, mais c'est quand on change la société en profondeur. Et c'est le problème, c'est pas parce qu'on se débarrasse du gouvernement provisoire qu'on a le pouvoir. On a le pouvoir quand on a créé des rapports de production différents. Et il faut intégrer dans cette conception de nouveaux rapports de production le fait que le capitalisme ne se contente pas d'exploiter les gens. Il détruit la possibilité émancipatrice de l'action de chacun dans sa vie. Et c'est ça qu'il faut construire. Et ça, c'est beaucoup plus long. Et tous les choix et toutes les bifurcations doivent tenir compte de ça, pas seulement du pouvoir central. Moi aussi, pour tuer définitivement le ver dans le fruit, je rappellerai la formule, je suis passé un petit peu vite au début, cette formule de Jean-Marie Vincent qui me paraît plus intéressante, qui est les mécanismes d'autodestruction de la révolution. Parce que cette formule-là, elle va au-delà des faiblesses par rapport à la contre-révolution, elle va au-delà du bureaucratisme, elle pose la question de comment maintenir le dynamisme de la mobilisation populaire qui seul peut changer les rapports sociaux. Et ça rejoint les questions qui ont été évoquées. Ça veut dire
prendre la mesure de ce qu'est le capitalisme, hein, et non pas de limiter sur certains de ses ressorts, ça veut dire poser la grande question de l'auto-émancipation sociale. Et je pense que toute la culture du XIXe siècle n'était pas dominée par cette notion d'auto-émancipation sociale, ni celle du XXe siècle. Bon, voilà une tâche pour le XXIe.